Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour cette saison 2 de PlaySmart, l'émission qui décrypte l'industrie du jeu vidéo en France et dans le monde. Aujourd'hui, dans Serious Game, on s'intéresse à l'économie du secteur, on parle de crise, il y a des vagues de licenciements massifs et pourtant, la Gamescom à Cologne a fait le plein, la Nintendo Switch 2 se vend comme des petits pains. On va essayer de comprendre les enjeux du secteur et surtout ses perspectives avec Julien Pillot, enseignant-chercheur en économie à l'INSEC. Il sera avec moi en tout début d'émission. Dans le débat de la partie multijoueur, on va s'intéresser à la portée géopolitique du jeu vidéo avec deux spécialistes des politiques culturelles, Loïs Lyonnais et Patrice Chazotte, qui seront avec moi donc en milieu d'émission, émission qu'on va conclure dans Level Up avec Sense Pilot et son cofondateur Mike Hazelwood qui propose une solution pour jouer aux jeux vidéo sans les mains. On fait rarement mieux en termes d'accessibilité aux jeux vidéo et donc on en parlera en fin d'émission. PlaySmart, nouvelle partie. Des vagues de licenciements massifs, des studios qui ferment malgré la sortie de jeux vidéo que la critique dit réussis, et même le public d'ailleurs. À côté de ça, il y a des vainqueurs de ce qu'on appelle une crise du jeu vidéo. La Nintendo Switch se vend comme des petits pains. La Gamescom à Cologne a fait le plein, près de 300 000 visiteurs. Cette crise du jeu vidéo est complexe. On va essayer de la décrypter, de la comprendre avec Julien Pillot. Bonjour. Bonjour Nicolas. Enseignant-chercheur en économie à l'INSEC, habitué de Bismart, puisqu'on vous voit régulièrement sur le plateau de Smart Tech. Oui. J'ai envie de vous demander, là, quand on voit toutes ces annonces de licenciements massifs ou de fermeture de studios, et qu'on voit cette Gamescom qui fait le plein en Allemagne, le plus grand événement de rentrée, ça nous dit quoi de l'industrie du jeu vidéo à l'instant T ? Ça nous dit que s'il y a une crise, elle est vraiment très relative en fait. Tout simplement parce que l'année 2024 n'était pas en décroissance en termes de chiffre de vente. Il y a une légère croissance, insuffisante, on en reparlera. Et puis, on a gagné des nouveaux joueurs en fait en 2024, à peu près 3,5-4% de nouveaux joueurs pour porter le total à plus de 3 milliards 400 millions de joueurs à l'échelle mondiale, alors beaucoup sur des systèmes mobiles évidemment, et pas uniquement sur consoles et PC, ça on le comprend très bien, mais s'il y a une crise en fait aujourd'hui dans l'industrie du jeu vidéo, c'est plutôt une crise de la rentabilité. C'est des studios qui sont extrêmement financiarisés, qui ont des comptes à rendre à leurs actionnaires. Les actionnaires attendent une rentabilité encore meilleure que celle qu'ils ont pu fournir sur les 2 ou 3 dernières années, ce qui pousse finalement des restructurations, ce qui pousse aussi des mises en sommeil, voire des abandons de certains projets. Et évidemment, la conséquence de tout ça, c'est des studios, des équipes qui ferment, et évidemment de la casse sociale. On a un peu plus de 35 000 personnes qui ont perdu leur emploi dans l'industrie du jeu vidéo depuis 2022. Ça ne s'est jamais vu dans cette industrie qui n'a toujours connu que de la croissance et également de la croissance des effectifs. Mais là, effectivement, il y a un petit retour en fait, de bâton du marché qui dit que tant qu'il n'y a pas de meilleure perspective de rentabilité, on va se concentrer sur certains projets. On ne pourra pas vivre grâce aux jeux vidéo. Là, on pense par exemple en France à des studios comme Tower 5 qui avaient fait le jeu Les Fourmis qui a très bien marché. Les créateurs aussi du jeu Dordogne, aussi un jeu indépendant qui a été pas primé, enfin si, primé d'ailleurs au Pégase pour l'excellence visuelle. Eux ont fermé et ça veut dire que, notamment en France, même des bons projets, même des gens qui travaillent bien, n'ont pas la garantie en fait, de pouvoir faire de nouveaux projets, de continuer parce que ce n'est pas rentable. Exactement, on reste sur des industries qui sont culturelles et créatives et il peut y avoir une dissonance entre la qualité intrinsèque d'un produit, d'un jeu et ses résultats commerciaux. Absolument. Et si on parle de Fourmis, effectivement, on est face à un jeu qui est splendide, mais ça reste quand même un marché de niche. On est sur il faut adorer le roman déjà d'origine de Bernard Déjà Werber. De base, et puis bon, c'est du RTS, c'est pas forcément les jeux qui se vendent le plus. Et puis ça nous dit aussi que pour la scène indépendante, on a un vrai problème aujourd'hui, peut-être encore davantage ancré en France qu'ailleurs, c'est le problème du financement privé. On n'a pas de fonds de corporate venture qui sont aussi dynamiques qu'aux États-Unis ou ailleurs dans le monde. Et c'est vrai en Chine notamment, évidemment. Et du coup, ça devient plus difficile de trouver de l'argent pour pouvoir développer des projets. Exactement. Et d'autant plus que dans le jeu vidéo, il faut bien comprendre, il faut que tout le monde comprenne qu'il y a un effet qu'on appelle long trend en économie, qui consiste à dire que finalement, il y a une très faible part de jeux qui récoltent la plupart de la mise, et puis le reste, les milliers de jeux qui restent, en fait, qui sont en concurrence, se prennent les miettes. Et dans le jeu vidéo, en fait, j'ai un chiffre à donner, c'est que pour l'année 2023, on estime que 90% de la valeur générée par les chiffres de vente
se sont concentrés sur 43 jeux. C'est très très peu. C'est très très peu quand on a plus de 500 jeux ou 1000 jeux qui sortent chaque année. Il y a un acteur du secteur qui ne connaît pas vraiment la crise, c'est Nintendo avec la Switch 2 qui a battu des records de vente sur les 7 premières semaines. L'entreprise est désormais capitalisée, je crois, à 100 milliards de dollars, ce qui l'a fait rentrer dans le top 150, voire 125 des entreprises les plus puissantes. Je crois que pour une entreprise 100% jeux vidéo, on n'a pas mieux, puisque Microsoft, bien sûr, ne fait pas que du jeu vidéo. Le succès de Nintendo avec la Switch 2, ça nous dit quoi de leurs recettes? Qu'est-ce qu'ils ont? Qu'est-ce qu'ils savent faire qui fait qu'eux sont intouchables? Alors déjà, ils savent divertir leur public. C'est une vraie entreprise de divertissement, Nintendo. Ils ont des licences extrêmement fortes, mais ils ont surtout la capacité exclusive à leur plateforme. Ça, c'est aussi un des gros avantages concurrentiels qu'ils peuvent avoir. Et puis, ils ont aussi cette capacité à pouvoir être extrêmement inclusif en fait dans les jeux qu'ils proposent, familiaux, intergénérationnels, et puis surtout avec des commandes qui sont généralement extrêmement accessibles, là où d'autres jeux plus hardcore gamers ont une barrière à l'entrée assez évidente en fait pour les joueurs. Même au niveau technique, il faut une machine capable de les jouer quand on parle aussi, de jeux PC. Exactement, surtout les derniers blockbusters, effectivement, il faut parfois des machines extrêmement gourmandes en ressources et en argent. Donc ces configurations-là, Nintendo, lui, les a laissées de côté pour être la plateforme la plus inclusive possible, à la fois sur le plan technique, pour la technicité d'entrée dans le jeu. Sans forcément miser pour être sur les derniers cris technologiques. Exactement. Ils ont ça, Microsoft et Sony. Exactement, parce qu'ils ont fait le constat au début des années 2000 que cette course à l'armement, ils ne pouvaient plus la mener comme ils la menaient avant face à Sega ou Atari, par exemple, quand en phase 2, ils ont des entreprises comme Sony et Microsoft qui sont extrêmement diversifiées et qui ont beaucoup plus de ressources, qu'elles soient technologiques, humaines ou financières, évidemment que. Donc ils ont laissé ça de côté, ils sont recentrés sur ce qu'ils savent faire, c'est-à-dire du jeu pour le plus grand nombre. Des histoires. Et ça, ils sont des super narrateurs, quoi. Et puis derrière, de grosses licences, des Mario, des Zelda, des Donkey Kong. C'est des licences qui parlent à tout le monde, qui ont façonné en fait l'histoire du jeu vidéo. Et c'est beaucoup plus facile à vendre parce que, en vérité, ces licences-là sont déjà dans l'inconscient du joueur. Ce que j'ai noté, moi, en parlant avec plusieurs acteurs du secteur, c'est que beaucoup d'acteurs espéraient ou attendaient l'arrivée de la Nintendo Switch 2 pour, entre guillemets, se refaire, pour parler vulgairement. Dans quelle mesure la Nintendo Switch 2 peut aider le secteur et le marché dans cette période de turbulence? Alors, dans un premier temps, il va surtout aider Nintendo. Nintendo avait besoin de relancer un petit peu la machine des ventes. La Switch a tenu 7 ans. C'est ça, c'est long quand même, 7 ans pour une génération. Donc ça va surtout aider Nintendo. Ça va aider également des éditeurs tiers qui vont profiter probablement de l'aspiration que propose la Switch 2 pour proposer de nouvelles expériences de jeu. C'est bien vendu aussi. Exactement, sur d'autres plateformes. On a des jeux comme Cyberpunk, par exemple, qui arrivent en fin de carrière sur les consoles nouvelle génération, voilà, mais qui se lancent sur Switch 2 et qui connaissent une nouvelle vie commerciale. Et puis, c'est bien aussi pour les distributeurs physiques, parce qu'il en reste. Et la Switch 2 est moins dématérialisée que ses concurrentes chez Sony ou chez Microsoft. Il y a un gros débat là-dessus. Et ça permet aussi à des distributeurs physiques de pouvoir distribuer des jeux, parfois des services à côté, et parfois des goodies aussi, parce que ce sont des jeux sur lesquels il y a beaucoup de marchandising. Surtout, on parle de Pokémon, par exemple, Absolument. ou Mario. Merci beaucoup, Julien Pillot, enseignant-chercheur à l'INSEC, pour cet éclairage. Et je crois que ça mérite qu'on en refasse encore plus aux profondeurs tout au long de l'année, parce qu'il va se passer encore beaucoup de choses. Je pense qu'on aura des annonces aussi sur la prochaine PlayStation de Sony. Merci beaucoup, je vous dis à très bientôt. PlaySmart, on s'intéresse à la géopolitique du jeu vidéo. J'accueille mes invités après le jingle. Quel impact pour le rayonnement culturel français quand un jeu vidéo, Clair Obscur Expédition 33, séduit le monde entier? Quelle perspective pour la Chine quand un jeu vidéo d'action, Black Myth Wukong, séduit le public et fait un énorme carton commercial? Le jeu vidéo, c'est plus qu'un loisir, ça devient un enjeu géopolitique de soft power. On va en parler avec deux experts. Patrick Chazot, bonjour. Bonjour. Donc, vous êtes le fondateur de Chazard et Associés, vous êtes très impliqué dans les politiques culturelles et vous avez notamment travaillé au Centre Pompidou, où vous avez piloté aussi la candidature de Clermont-Ferrand pour être capitale européenne de la culture. En face de vous, Loïse Lyonnais, bonjour. Bonjour. Connue de Bismarck, puisqu'on vous avait accueilli il y a à peu près 1 an et demi, suite à un rapport que vous aviez écrit pour le Sénat et pour la Fondation Robert Schuman sur l'enjeu politique et géopolitique du jeu vidéo pour l'Union européenne. C'est vers vous que je me tourne pour la première question. Quand le studio montpelliérain Soundfall Interactive réussit son coup avec son jeu Clair Obscur Expédition 33, quel impact ça a indirectement, non pas sur les finances du studio, qui sont forcément très importants, mais sur le rayonnement culturel de la France?
Bah, évidemment, déjà une grande fierté. C'est un sujet majeur étant donné que c'est un succès international. On a d'ailleurs même le président de la République, Il y avait fait un Emmanuel tweet. Macron, qui avait salué à juste titre le travail du studio. Donc, ce qui est certain, ça le montre encore une fois à quel point aujourd'hui l'industrie du jeu vidéo produit pas uniquement des contenus culturels récréatifs. C'est des sujets d'ampleur internationaux qui vont influencer finalement des joueurs à l'autre bout de la planète et faire découvrir, en l'occurrence, la Belle Époque et cet univers clair-obscur du jeu. Là, le jeu pourrait être primé jeu de l'année au Game Awards, donc l'équivalent des Oscars, on pourrait dire, pour l'industrie. Ça aurait un impact fort, ça aurait des répercussions fortes peut-être sur l'industrie française? Ah, c'est certain. On sait aujourd'hui que le jeu vidéo, c'est vraiment la vitrine culturelle d'un pays. Ça Un peu démontre technologique aussi. évidemment aussi, pas seulement, c'est un outil hybride, technologique, numérique, culturel. Patrice pourra en parler tout à l'heure. En tout cas, c'est effectivement une grande fierté et fait partie des succès aujourd'hui dont la France peut se targuer. Et là, je me tourne vers vous, Patrice, parce que Sandfall, c'est aussi un produit d'un investissement, d'un engagement d'une région, l'Occitanie, et d'une ville, Montpellier, qui a beaucoup aidé les studios locaux. Donc, quand ça paye avec un succès de cette ampleur, quelles sont les retombées pour toute la région? Je sais que vous, quand vous avez candidaté pour faire de Clermont-Ferrand la ville, la capitale culturelle européenne, le jeu vidéo faisait partie de vos considérations. Oui, en fait, on a pour cette candidature, ou même sur les projets que j'ai pu réaliser au Centre Pompidou, lorsqu'on a créé le jeu Prisme 7, pour faire découvrir la collection du Centre Pompidou, c'est la même démarche. Enfin, c'est comment, en fait, aujourd'hui, et c'est vrai, dans le milieu culturel, je trouve qu'on ne le prend pas assez en compte. Aujourd'hui, la pratique du jeu vidéo est importante. Et les lieux culturels comme le Centre Pompidou ou d'autres, même pour le candidat de Clermont-Ferrand, je pense que doivent vraiment réfléchir à faire des propositions. Alors souvent, ce qu'on met en avant, c'est vrai, il y a un coût, il y a une expertise aussi, une technique, savoir-faire, qui souvent fait que les équipes culturelles ont peur aussi d'aller vers cela. Pour rebondir sur ce que vous avez dit sur la région Occitanie, je pense qu'au départ, des jeux vidéo, même pour le culturel, on pense à des grands groupes qui font des grands jeux et qui fonctionnent évidemment et qui rapportent énormément et qui ont beaucoup d'investissements. Et donc souvent, je pense dans les régions comme Occitanie ou d'autres, n'osent pas en fait parler d'eux-mêmes ou d'imaginer des produits ou des projets culturels avec le gaming parce qu'on considère que c'est une industrie tellement importante. Or, moi, je considère qu'évidemment, il y a les grands groupes que nous connaissons et qui, évidemment... Qui répondent à des enjeux économiques très forts. Très forts, mais... À côté, je pense qu'il y a un axe à développer, des projets peut-être plus petits, mais qui peuvent toucher... Vous me faites penser au jeu d'Ordogne, là. Oui, c'est à ça que vous pensez? exactement. Et en plus, en même temps, alors c'est marrant, c'est marrant, oui, et puis c'est étonnant qu'on peut en parler, parce qu'en fait, c'est exactement l'exemple qu'on avait. C'est-à-dire, lors de l'écriture pour la capitale européenne de la culture, donc c'était à peu près il y a 2 ans, il y avait ce projet-là qui était en cours, qui commençait à faire... à marcher, à exactement, sortir. Tout à fait. En parallèle de ça, ma démarche aussi avec mon équipe, c'est de dire comment parler capitale européenne de la culture à des publics qui... déjà sont soit éloignés de la culture ou soit considèrent que c'est pas forcément fait pour eux. Et par le biais du jeu, on trouvait que c'était intéressant de le faire. Il y avait une thématique pour la capitale culturelle qui était qu'on avait choisie, qui était la Terre du Milieu, donc qui rappelait Tolkien, le narratif, etc. Donc on s'est dit, on a ça comme matière. Après, on s'est dit aussi, on a repéré aussi à Clermont-Ferrand aussi ce qui existait. Donc on a aussi des conventions, des conventions à Clermont-Ferrand qui réunissent sur quelques jours 23 000 personnes. Moi, je suis allé là-bas sur place quand j'ai vu à la fois les cosplays, les décors, ce qu'on connaît dans les conventions, et j'ai dit à mes équipes à un moment donné comment on peut réfléchir à un projet qui inclut à la fois pas que le jeu vidéo, c'est-à-dire qu'en fait qu'on imagine un projet plutôt transmédia, exactement, où il y a le jeu vidéo, mais avec une référence aussi d'une œuvre art plastique dans l'espace public, d'un podcast lié, etc. Enfin, musique, exactement, de créer tout un univers qui fait qu'à un moment donné, c'est pas qu'un projet, il y a un projet, il y a une narration. Moi, je pense que c'est très important, ça. Souvent, on oublie que les joueurs de jeux vidéo s'intéressent à beaucoup d'autres formes de création artistique. Je me tourne à nouveau vers vous, Loïs, parce que on a Nintendo, j'en parlais dans la séquence d'avant, qui est une entreprise qui cartonne, une entreprise qui a inventé des univers. Et je pense de manière plus générale aux jeux vidéo, qui a quand même beaucoup servi
le soft power japonais. Dans quelle mesure le fait pour le Japon d'être une puissance du jeu vidéo, ça lui a permis de séduire des gens qui n'auraient peut-être pas placé le Japon sur la carte du monde s'ils n'avaient pas joué à Mario, à Zelda ou à d'autres jeux? Ah mais c'est certain. Aujourd'hui, finalement, les studios, ils vont façonner des récits qui vont influencer la perception du pays qui a produit le jeu et donner vraiment une image particulière, plonger les joueurs Kawaii, par exemple. complètement. Et c'est ça qui est intéressant quand on s'intéresse aux jeux vidéo et aux grands pays jeux vidéo. Bon, en Europe, on a bien sûr France, Pologne et l'Allemagne qui sont vraiment les grands secteurs. Vous parliez du Japon. Qui a souvent une image, vraiment, voilà, le jeu nippon, très coloré, culture pop. Manga qui est mélangée justement à la culture jeu vidéo. Exactement. Tout à l'heure, on parlait de Dordogne. D'ailleurs, on a une pensée pour le studio qui malheureusement n'est plus parmi nous, mais en tout cas, on a effectivement ce jeu français qui a un vrai narratif, avec des sujets complexes, par exemple, le passage à l'âge adulte, le deuil, des thématiques telles que cela. On a aussi le jeu vidéo américain, évidemment, comment ne pas le mentionner, qui pour le coup, lui, c'est souvent des thématiques... des narratifs voilà, plus manichéennes, le bien, le mal, des personnages archétypaux. On ne citera pas Call of Duty. On ne le citera pas. Mais ce qui est certain, pour répondre à votre question, effectivement, c'est que chaque jeu va participer au rayonnement du pays et à définir sa culture. Donc c'est là qu'il y a un enjeu de soft power énorme. Et ça, les gouvernements l'ont bien compris. On pense à l'Arabie Saoudite ou la Chine qui investissent massivement. Mais aussi l'armée. Alors sachez que la cellule prospective de l'armée regarde avec attention les jeux vidéo qui sortent, au même titre que les séries à succès, pour justement voir ce qui est mis en avant par les pays et ce qui est vu par des millions de personnes. Vous avez mentionné la Chine, je me tourne vers vous parce que la Chine a un de ses jeux, AAA, enfin c'est un jeu indépendant mais qui a quand même des moyens importants, Black Myth Wukong, qui fait partie des jeux qui vont être primés probablement aux Game Awards. Pour un marché comme la Chine et pour un pays comme la Chine qui est un pays un peu différent en termes de structure que ce qu'on a en Europe, ça peut être un moyen de faire passer des narratifs. On sait notamment que du côté chinois, il y a certains narratifs autour de Taïwan, autour de ses frontières qui sont importants. Dans un jeu vidéo, ils peuvent avoir un certain contrôle et toucher des gens avec leur narratif via un jeu vidéo. C'est un médium qui peut avoir une force. Ah mais, tout à fait. Enfin, je pense que même aujourd'hui, la culture coréenne, par exemple, qui est très présente chez les jeunes, etc., on a, dans les chiffres du ministère de la Culture, on a des générations qui, à la différence de la mienne, à un moment donné, c'était de dire il y a un mélange de culture, c'est-à-dire de connaissances, d'apprendre aussi le coréen. On a une multitude de choses qu'on n'imagine pas que les jeunes sont capables de faire par passion, par envie. Et donc, tout d'un coup, la culture, elle n'est pas seulement notre culture à nous, européenne, elle peut être, je peux m'intéresser à tel univers artistique de l'autre côté de la planète grâce au numérique et tout. De la mondialisation. Exactement, tout à fait. Et c'est l'aspect très positif, moi, je trouve, parce qu'en fait, c'est une ouverture sur la culture. Justement, on travaille là aussi sur les... Alors, souvent, ces jeux aussi, il y a une forme aussi... moi, j'aime bien travailler sur les clichés aussi, sur les préjugés plutôt. Donc, des fois, ces jeux aussi renforcent des clichés ou les préjugés... Enfin, les Japonais, par exemple, ont un courant de jeux vidéo, le JRPG, qui renforce les clichés, voilà. Mais ça leur convient, apparemment. Exactement. Mais c'est nous, de l'extérieur aussi, c'est comment, quand on... Ça a l'air de nous séduire. Exactement, tout à fait. Ça. Mais je pense qu'en effet, je suis certain, c'est que le jeu vidéo permet seulement de toucher les jeunes, mais pas que les jeunes, parce que je reviens à Clermont-Ferrand, parce que c'était ça aussi l'intérêt. Dans la convention de GEC, de convention de Clermont-Ferrand, on avait fait un numéro spécial avec le magazine Le 1, à l'époque, sur les nouveaux usages de la culture. Parce que j'avais découvert aussi qu'à cette époque-là, clairement, il y avait un club de seniors qui jouait aux jeux vidéo. Et en fait, il le jouait, il gagnait, enfin, il jouait avec la Wii, etc. Oui, à bon niveau. À plus de 65 ans, qui jouait. Et donc, on les a rencontrés. On en a fait un article dans ce numéro du 1. Et derrière cette discussion que j'ai eue avec eux, on s'est rendu compte aussi que, et c'est ça qui m'intéresse aussi dans le domaine culturel, c'est que en tant que senior, ils se cachaient de jouer aux jeux vidéo. C'est-à-dire que, d'abord, c'est pas de leur âge. C'est pas leur âge. Les enfants aussi disaient, mais non, mais tu joues pas aux jeux vidéo, t'as vu là. Donc, ils se cachaient. Enfin, c'était marrant. Enfin, c'est marrant. Oui et non. C'est-à-dire qu'en fait, l'image qu'on a... Dans 30 ans, on se posera plus cette question-là. Exactement. Et ce que je disais l'autre jour à mes équipes aussi, c'est que on a les jeux vidéo. Deuxièmement, on a une génération où il y a eu plein de tatouages incroyables. Et je pense que nos maisons de retraite ne vont pas ressembler à celles d'aujourd'hui. On va avoir des gens tatoués. Il y aura la jeux vidéo. 6 dans
Exactement, mais je pense, mais c'est normal, puisqu'il y a vraiment une pratique. Ça. Donc, il y a la vision aussi de l'âge, et c'est ça aussi que, quand vous m'avez contacté, etc., pour parler de jeux vidéo, de la culture, etc., derrière ça, vous avez du public, c'est ça qui m'intéresse, les préjugés qu'on a, tel âge, on doit faire ça, tel âge, etc. Je pense que... Le jeu vidéo peut les casser. Oui, et puis on peut être très ouvert, et puis surtout analyser les chiffres, etc., parce que je pense que les générations futures, on parle toujours des jeunes, mais les personnes seniors, dont bientôt je vais faire partie, on va avoir une nouvelle génération complètement Laissez-nous jouer aux différente. jeux vidéo autant qu'on veut. Exactement. Loïse, je repense à votre rapport de 2023 sur l'enjeu pour l'Union européenne de développer, de soutenir son industrie du jeu vidéo. Et ça me fait penser à CD Projekt Red, donc des Polonais qui ont quand même placé, je pense, la Pologne sur la carte du monde dans l'esprit de pas mal de jeunes, grâce notamment à The Witcher, Cyberpunk, et même de manière un peu plus périphérique, c'est les seuls qui ont un client pour jouer aux jeux sur PC, GOG, qui peut concurrencer les Américains de Steam ou d'Epic. Et ça, c'est quand même important qu'il y ait un champion européen, ne serait-ce que pour pouvoir jouer à des jeux vidéo sur PC. Complètement. Donc, vous évoquiez le rapport que j'avais publié. J'en ai publié un suivant l'année d'après. C'était pour l'Observatoire européen de l'audiovisuel. Et justement, on s'intéressait à ce sujet de la souveraineté. Donc, évidemment qu'on a mentionné CD Projekt qui, avec The Witcher, est un grand exemple dans cette thématique. De réussite mondiale. Grande réussite mondiale qui s'appuie, parce que tout à l'heure, vous parliez de Black Myth, qui s'appuie sur les mythes chinois. Et là, c'est un roman à la base. C'est un roman, c'est plutôt sur les sujets d'Europe centrale. Donc, encore une fois, ça participe à diffuser tout un imaginaire, des valeurs, une culture, une histoire. On pense en France, on a Assassin's Creed pour la Révolution française et autres thématiques. Donc, c'est sûr que c'est un sujet important et ça pose tout de suite la question de l'accompagnement public. Parce qu'aujourd'hui, comme vous le disiez, on a à peu près un Européen sur 2 qui va jouer aux jeux vidéo. D'après des chiffres qui ont été présentés par le Parlement européen l'année dernière, il y a à peu près 110 000 personnes qui travaillent de près ou de loin pour l'industrie du jeu vidéo, donc c'est colossal. Exactement, ce sont des chiffres qui vraiment donnent le vertige, sans parler du chiffre d'affaires. Et donc, ça pose la question de l'accompagnement. Et aujourd'hui, on voit qu'on a des pays qui sont des loups, des acteurs très importants qui vont financer à tour de bras ce secteur qui est éminemment stratégique. C'est un petit peu à la Chine et Tencent. Comment ne pas les citer, notamment, entre autres. Mais, et la question aujourd'hui, c'est de voir comment l'Union européenne peut aujourd'hui soutenir ces studios, en développer des plus importants et rester indépendants. Sur sa création. Il y a tellement d'appétit que le but, c'est que nos studios à nous, qui sont performants, ne passent pas sous pavillon étranger. Et on pense notamment à ces jeux indépendants, ces studios indépendants qui ont fermé boutique alors qu'ils avaient réussi leur jeu pour Les Fourmis ou pour Dordogne notamment. Merci beaucoup, ce sera le mot de la fin parce que le temps file. C'est un débat passionnant et je pense qu'on y reviendra dans PlaySmart. Tout de suite, je vais m'intéresser à un projet d'inclusivité et d'accessibilité aux jeux vidéo. Mike Hazelwood, le CEO de SensePilot, a développé un dispositif qui permet de jouer aux jeux vidéo sans les mains grâce au mouvement du visage. On en parle tout de suite. Permettre aux gens en situation de handicap moteur de jouer aux jeux vidéo sans l'usage des mains grâce aux muscles de leur visage. C'est la proposition de SensePilot, une entreprise dont on accueille le fondateur Mike Hazelwood aujourd'hui. Mais avant de l'accueillir, j'aimerais vous montrer un petit extrait de l'émission Inclusion for Change. Alors, j'utilise seulement les mouvements de ma tête et aussi les gestes du visage. Comment est-ce qu'on peut utiliser un ordinateur, jouer des jeux vidéo sans utiliser les mains ou les bras? On utilise les écoles, on peut utiliser avec les systèmes de AAC pour communiquer. Mike Hazelwood, bonjour. Bonjour. Donc on a vu dans le reportage, c'était assez clair, votre dispositif permet de jouer à des jeux vidéo grâce au mouvement du visage. Oui. Comment elle est née cette idée ? On a travaillé un petit peu avec... c'était l'idée de mon beau-frère. Il a travaillé avec les logiciels pour communication. Mais aussi, on a travaillé un petit peu avec un ami qui a lésion. Donc il y a des problèmes, des problèmes moteurs et donc il y avait besoin de ce type de dispositif. Et il travaille et il utilise le souris, mais c'était compliqué. C'était très compliqué quand il veut jouer aux jeux vidéo. Et on a dit que si on peut faire quelque chose qui utilise le webcam avec les logiciels, ce serait... C'est un système de captation donc, des mouvements. Oui. Vous paramétrez donc, sur l'ordinateur. Essentiellement, ça marche sur ordinateur, pas encore sur console, j'imagine.
Pour ordinateur en ce moment, mais Pour les consoles, il faudra travailler avec les oui, constructeurs. Xbox et travailler Parce sur que le Xbox, je me souviens, dès la génération Xbox 360, il y avait un capteur pour pouvoir faire les jeux de danse. Là, techniquement, ce principe-là pourrait être mis en place assez facilement. On peut utiliser en même temps avec les contrôleurs, les joypads et des autres choses comme ça, le sourcil aussi. Mais Les autres contrôleurs. Ouais. Ce type de dispositif nous permet de jouer à quel type de jeu? J'imagine qu'il y a quand même des prérequis. On ne va pas pouvoir jouer à n'importe quel jeu, en tout cas dans l'état actuel de la technologie. C'est presque n'importe quel jeu. On peut utiliser les FPS, les jeux d'action-aventure, par exemple, oui, un jeu comme Zelda, c'est possible. d'aventure, de conduire aussi. On ne le voit pas là sur le reportage, mais vous testez aussi, vous faites une démonstration sur le jeu de skateboard, je crois que c'est Tom Hawks, le nom du jeu. Donc sur des jeux quand même où il faut être assez bon en termes de rapidité et de réflexe. Une question qui m'a été posée ce week-end par ma fille et qui m'a fait rire, c'est dans le cas où on éternue, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que le système se met automatiquement en pause? Est-ce qu'il y a une solution? Parce que j'imagine qu'une personne en situation de handicap, à tout moment, peut éternuer ou avoir quelque chose qui lui rentre dans l'œil. Est-ce qu'il y a des solutions pour que la partie se mette en pause ou autre? Pardon, j'ai pas Imaginons compris. que vous éternuez pendant que vous êtes en train de jouer, donc vous perdez le contrôle de vos muscles faciaux. Mhm. Est-ce que le système va se mettre en pause, par exemple, ou est-ce qu'il y a une solution dans ce type de cas de figure? Oui, on peut ajouter les délais sur les actions. Alors, s'il y a, par exemple, si pour fermer les yeux, on a besoin de fermer les yeux pour Mettre en pause? Oui, pour mettre en pause et des choses comme ça. On peut poser le logiciel et faire une pause, boire ou autre. Est-ce que l'industrie vous soutient? Est-ce qu'il y a des acteurs, par exemple, je pensais aux constructeurs de consoles, mais peut-être des éditeurs de jeux vidéo, qui sont au courant de ce que vous faites et qui travaillent avec vous pour produire leurs jeux, les coder pour qu'ils puissent accepter votre dispositif? Oui, on travaille avec Content Square Foundation. Nous avons gagné le prix d'innovation en accessibilité l'année dernière. C'est un concours qui est ouvert en ce moment et je pense que les applications fermeront le 10 octobre. Mais on travaille avec Microsoft, les développeurs des jeux vidéo aussi. Et oui. Parce que là, vous pouvez leur faire gagner un prix de l'accessibilité au Pégase, prochain jeu qu'ils vous utilisent. Ça peut aussi les mettre en valeur. Merci beaucoup, Mike Hazelwood, donc cofondateur et CEO de SensePilot. Une équipe de combien de personnes à peu près? 4 personnes. 4 personnes, et c'est très familial, puisqu'il y a votre épouse, votre beau-frère et sa compagne. Merci beaucoup. Je vous dis à très bientôt sur le plateau de PlaySmart. L'émission est terminée pour aujourd'hui. Je remercie Fabien qui était à la réalisation. Je remercie Paul qui était au son, Sybille qui était à l'édition et Alexis qui a fait l'accueil invité. Je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas, jouer c'est bien, jouer intelligemment c'est mieux.